Oui, effectivement, le récit iranien de ces frappes est tout autre. Les dommages ne sont pas irréversibles et surtout, l'uranium enrichi à 60% n'est plus là et l'Iran en aura accumulé plus de 400 kilos. Regardez ce que dit le directeur adjoint de la télévision d'État. Il dit que les stocks d'uranium enrichi ont été retirés des centres nucléaires. Il n'y a plus de matériaux qui, s'ils étaient ciblés, pourraient provoquer des radiations et nuire à nos compatriotes. Alors la société Maxar, vous savez, elle a publié ces photos satellites qui montrent une activité inhabituelle de camions et de véhicules près de l'usine de Fordo. Ça, c'était 2 jours avant les frappes américaines. Des clichés qui pourraient suggérer que l'uranium hautement enrichi était en cours de retrait de l'installation. Ce qui explique peut-être d'ailleurs les frappes de ce matin, parce que c'était pour bloquer les accès de cette centrale. Il y a peut-être d'autres stocks ailleurs. D'ailleurs, la dernière fois que des inspecteurs de l'AIEA en ont vu, c'était à Ispahan. Ispahan, effectivement, également visé par les frappes américaines. Les inspecteurs ont justement la mission de surveiller ces stocks et de savoir où ils sont, ces inspecteurs qui sont partis une semaine avant les frappes israéliennes. Et alors, en ce qui concerne ces déplacements de stocks d'uranium enrichi, est-ce que c'est une information que confirme Israël ou pas ? Oui, en tout cas, si l'on en croit le Premier ministre israélien, regardez ce qu'il dit, Benjamin Netanyahou, nous suivons cela de très près et je peux vous dire qu'il s'agit d'un élément important d'un programme nucléaire. Ce n'est pas la seule composante, mais c'est un élément important, mais nous avons des informations intéressantes à ce sujet. Alors, vous savez que de l'uranium peut être stocké dans des fûts spéciaux suffisamment petits pour tenir dans le coffre d'une dizaine de voitures. Ça, c'est ce qu'indique le New York Times. Ils peuvent être transportés donc facilement d'un site à l'autre d'un complexe nucléaire. Aujourd'hui, en tout cas, l'AIEA demande à y avoir accès. On va écouter le patron de l'AIEA. Tout d'abord, il faut revenir à la table des négociations. Et pour cela, permettre aux inspecteurs de l'AIEA et les gardiens du traité de non-prolifération nucléaire de retourner sur les sites nucléaires iraniens et de faire le point sur les stocks d'uranium, surtout sur les 400 kilos enrichis à 60%. Voilà, c'est important parce que selon certains experts, toute installation secrète serait plus difficile à détecter et pourrait enrichir du matériel de qualité militaire très rapidement. Il suffirait qu'elle reste illicite pendant des semaines. C'est donc une situation dont pourrait profiter l'Iran en affirmant ignorer ce qui est arrivé à son uranium enrichi, éviter ainsi les inspections de l'AIEA et s'éloigner toujours plus d'un traité de non-prolifération nucléaire. Oui, c'est vrai, ça. Joséphine, admettons. Alors là, pour l'instant, on ne sait pas où est cet uranium. On ne sait pas quel est l'état des dégâts sur les sites visés. L'AIEA, pour l'instant, ne peut pas aller sur place. Est-ce que vous verriez l'Iran capable de continuer à enrichir son uranium ? Il leur faut quand même des éléments aussi de négociation à un moment ou un autre. Là, l'Iran a été mis à nu à la fois par vis-à-vis de ses partenaires et alliés qui sont extrêmement discrets, voire inexistants, et vis-à-vis de ses installations nucléaires et de ses défenses antiaériennes. Donc, qu'est-ce qui reste finalement ? Il reste cette menace de l'uranium enrichi qui se baladerait quelque part, qui serait conservé quelque part ou qui aurait disparu. Et donc ça, finalement, c'est un levier de négociation qui pourra être utilisé par l'Iran ultérieurement. Mais ce qui est certain, c'est que Israël ne va pas, ou en tout cas va tout tenter pour éviter que cet uranium continue de se balader ou d'être conservé quelque part. C'est un élément clé d'un programme nucléaire, pas seul bien évidemment, mais quand même c'est une composante essentielle. Et donc forcément, on imagine mal Israël s'arrêter aujourd'hui tant que cette question-là n'est pas d'une manière ou d'une autre réglée. Alors après, il y a plusieurs manières de la régler. Le trouver, ce stockage d'uranium, le détruire, le détenir, le prendre pour soi-même et le confier à l'AIEA, ou alors, dans le cadre d'une vraie négociation, ce qui avait été envisagé au départ, en tout cas ce qui était sur la table, une présence ferme de l'AIEA sur le territoire iranien, ferme et presque définitive, je dirais, pour essayer de limiter, bien évidemment, l'enrichissement, mais aussi de contrôler toutes les infrastructures nucléaires iraniennes pour qu'elles se cantonnent à du nucléaire civil et qu'elles n'aillent pas vers le nucléaire militaire. Est-ce que c'est encore possible maintenant que les frappes ont commencé ? Vous allez pouvoir répondre à la question, mais écoutez un élu démocrate fermement opposé à cette intervention américaine et qui parle justement de ces stocks iraniens. À ce stade, nous ne savons même pas si la matière nucléaire, l'uranium hautement enrichi, se trouvait encore à Fordo ou à Natanz, n'est-ce pas ? Ce raid avait été annoncé plusieurs jours à l'avance.
Il n'est pas inconcevable que les Iraniens, qui ne sont pas des imbéciles, aient chargé cette matière dans un camion et les transporté ailleurs. Auquel cas, nous aurions simplement fermé une série de tunnels dans une montagne. Il est donc bien trop tôt pour connaître l'impact réel sur le programme nucléaire. Et bien sûr, il est trop tôt pour prédire l'issue de cette affaire. Ça, c'est de l'avis de tous. Il est encore trop tôt, même aujourd'hui, quasiment 48 heures après les frappes, de connaître l'ampleur des dégâts. Oui, et puis il y a les frappes américaines et puis il y a toutes les frappes qu'ont menées les Israéliens. Il ne faut pas les oublier, ce que je disais tout à l'heure. Bon, il y a eu 2 GBU-57 effectivement sur Natanz, mais les avions israéliens avaient déjà bombardé le site à plusieurs reprises. Il y a les laboratoires de recherche, il y a l'élimination aussi de certains scientifiques. Alors évidemment, il y a un savoir-faire nucléaire en Iran qui sera très difficile de leur enlever, mais il y a quand même des hommes clés qui sont capables de faire accélérer un programme pour permettre à l'Iran éventuellement, c'est la crainte d'ailleurs d'Israël, d'aller très très vite vers la bombe. On peut penser qu'il y a déjà des dégâts importants qui ont été encaissés par le programme nucléaire iranien, même si effectivement de l'avis des Israéliens c'est pas suffisant pour le moment. C'est pas suffisant, et d'autant plus si on écoute le président du Parlement iranien. Au Parlement iranien, nous avons l'intention d'adopter un projet de loi visant à suspendre la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique jusqu'à ce que nous recevions des garanties claires. On est loin de ce que vous disiez tout à l'heure. Je crois qu'au moins dans la parole, dans, j'irais, la propagande iranienne en l'occurrence, on élève encore les enjeux. On est dans l'esprit du martyr, nous ne céderons pas et nous allons voter des lois qui vont encore nous désengager du droit international pour résister à l'agression. La question est à quel moment cette propagande peut vraiment être efficace dans la mesure où, comme on vient de le dire à quelques instants, l'Iran n'est même plus capable de garantir la sûreté de son territoire face aux attaques aériennes. Donc, quelqu'un avait dit tout à l'heure la fuite en avant. Je ne sais pas qui c'est vous, peut-être. Non. La fuite en avant, nous sommes dans une fuite en avant, on ne veut pas se déjuger, on n'a pas l'humilité de dire peut-être qu'on est allé trop loin, et on est dans les idées extrêmes, au point de mourir pour sa cause. En fait, c'est ça. Et la question est de savoir, est-ce que ce régime va pouvoir tenir aussi dans la durée face à la réalité? D'un autre côté, ça c'est pour les Iraniens, revenons aux Israéliens, est-ce qu'ils ont les moyens de faire la guerre suffisamment longtemps pour qu'à un moment donné, il y ait un seuil de rupture du côté iranien, dont on a tellement parlé depuis ce matin, c'est que ce seuil de rupture, quelle va en être la forme? Le changement de régime, on n'y croit, aucun d'entre nous n'y croit aujourd'hui, dans l'état actuel des choses et dans les semaines à venir. Donc, à un moment donné, à quel moment les mollahs vont devenir un peu plus raisonnables et sortir de leur propagande, de leur auto-intoxication, finalement, pour dire, bon, on met les pouces et on va commencer à discuter. À l'instant, la porte-parole de la Maison-Blanche vient de réagir. Donald Trump est toujours intéressé par une résolution diplomatique du conflit. C'est toujours ça, en fait. C'est-à-dire que le rapport de force mène toujours à un moment ou à un autre à des négociations. La question, c'est toujours de savoir à quel moment on se met à cette table et dans quel état du rapport de force. C'est bien pour ça que le conflit Ukraine-Russie est pour l'instant au point mort, parce que finalement, aucun n'estime être suffisamment défavorisé ou favorisé pour se mettre à la table. Là, c'est un peu différent. Ce qui va se jouer aussi dans les heures et les jours qui viennent, c'est, on va dire, la modération qui va pouvoir être mise en place par Vladimir Poutine et Xi Jinping, qui sont les deux alliés principaux, les deux derniers alliés, mais aussi les deux bien puissants alliés, très timorés, mais qui ont des intérêts très clairs à ce que la situation ne dérape pas davantage. Pour la Chine, l'intérêt, c'est aussi un intérêt commercial. Pour la Russie, c'est un intérêt aussi régional, quand même, d'avoir un allié dans cette région, après avoir perdu la Syrie dernièrement. Donc c'est quand même un camouflet supplémentaire si l'Iran s'affaiblissait davantage pour la Russie. Donc on peut aussi imaginer que la Russie et la Chine incitent l'Iran à revenir à la table des négociations à un moment ou un autre, assez vite, et cède sur certains points. Il ne faudra bien évidemment pas perdre totalement la face, et ça, on fait confiance à Vladimir Poutine pour donner des conseils avisés. Oui, sans doute. On ira à Moscou tout à l'heure d'ailleurs pour voir la pression russe, où en est-elle. Donald Trump, donc, toujours pareil, j'affiche mes ambitions maximales pour essayer de négocier ensuite. Tout en déclarant entre-temps qu'il veut un changement de régime. Oui, donc il y a un moment où il faut... C'est vrai. À mon avis, cette piste-là est meilleure que l'autre.
C'est-à-dire qu'il veut vraiment... C'est plutôt ça qu'il pense, voilà. Ouais. Après, Plus que le changement, c'est pas mon souci. Plus que le changement. Mais je pense qu'il est plutôt là-dessus. Il a toujours pensé que la force pouvait mener à la paix, que la force pouvait mener à la diplomatie. Là, ça fait... on en sera à 15 jours de bombardement israélien à la fin de la semaine, en fait, vendredi. On a déjà des échos comme quoi les Israéliens commencent à cibler les derniers sites qu'ils veulent éliminer avant d'envisager d'arrêter le conflit, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas le tenir sur des mois et des mois. Et l'Iran, de l'autre côté, pareil, on voit que les missiles, il y en a de moins en moins, qui sont de moins en moins précis. Enfin, les deux s'affaiblissent inexorablement, finalement. Donc, est-ce qu'on aura, d'ici la fin de la semaine, les premières discussions pour s'arrêter ou pas? On verra bien. Mais côté iranien, il peut y avoir des changements dans la succession d'Ali Khamenei, qui est entamée depuis 2 ans et qui devrait intervenir, peut-être accélérer en fait le processus.